Notre conférence s'intitule aujourd'hui « La France échappe-t-elle au racisme ?» La réponse semble évidente, et la question presque naïve, voire provocante. La France n'échappe évidemment pas au racisme. L'année 2020 a d'ailleurs été marquée par une multiplication de polémiques qui remettent le problème du racisme au cœur du débat politique. Pensons par exemple aux violences policières qui témoigneraient d'un racisme institutionnel au sein de la police. Ces événements ont alors questionné la société française dans son ensemble et suscité de vifs débats et de nombreuses mobilisations. Alors, pourquoi cette question, qui semblerait suggérer une certaine exception française face au racisme ? Il faut ici interroger le principe politique qui guide la nation française, celui de l'idéal républicain, qui ne verrait pas les couleurs et permettrait l'unité de la France. La France de la devise « Liberté, égalité, fraternité ». La France black, blanc, beurre. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé en octobre 2020. Il faudrait un réveil républicain pour reformer une unité française contre tous les séparatismes. L'idée est séduisante et s'ancre dans une profonde doctrine humaniste, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le problème, c'est qu'elle conduit à ignorer, voire à disqualifier, les phénomènes racistes qui subsistent de manière structurelle en France, et donc qu'elle empêche de les affronter. La France, en dépit de son idéal d'unité, n'échappe évidemment pas au racisme. Alors, les phénomènes racistes en France ne sont-ils que des faits isolés, ou témoignent-ils d'un problème fondamental de la nation française, c'est-à-dire d'un racisme systémique ? Pour répondre à ces questions, nous sommes très honorés de recevoir Pape Ndiaye, historien à Sciences Po Paris, spécialiste d'histoire sociale et des minorités aux États-Unis et en France. Bonjour Pape Ndiaye, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je vais donc faire une introduction et puis ensuite nous converserons. En partant de cette question qui apparaît comme naïve, la France échappe-t-elle au racisme? La réponse semble en effet aller de soi. Elle ne va pas tant de soi que cela, dans la mesure où, en France comme aux États-Unis, que je connais bien, il y a encore un discours exceptionnaliste très fort qui explique que nous aurions en quelque sorte, sinon une destinée, en tout cas une histoire particulière, exceptionnelle, héritée de la Révolution française en particulier, qui nous protégerait contre certains des maux qui affectent d'autres sociétés, la société américaine par exemple, et puis vous avez pu entendre de l'autre côté aux États-Unis qu'il y a aussi un discours exceptionnaliste très fort qu'on a entendu justement après les événements liés au Capitole sur la démocratie américaine qui aurait en quelque sorte une mission historique à accomplir, y compris en guidant les autres pays à l'échelle du monde et qui aurait été par là même remise en cause par les événements que l'on a connus. Donc il y a un exceptionnalisme français, comme il y a un exceptionnalisme américain qui fait que cette question a sa pertinence. On pourrait aussi la reformuler en disant la France échappe-t-elle au racisme, ou plutôt pourquoi la France a longtemps pensé donc échapper au racisme, ou pourquoi les sciences sociales françaises ont-elles échappé aux réflexions sur le racisme. Voilà une manière aussi de le reformuler, ce qui est une manière aussi pour moi de dire que si on compare les sciences sociales françaises travaillant sur les questions du racisme, historiquement, disons, sur ces dernières décennies, on constate qu'elles ne sont pas si développées que ça. Il y a de grands chercheurs, bien entendu, mais qui ont souvent été un peu isolés. Et les grands courants des sciences sociales, en histoire, les grands courants de sociologie aussi, n'ont pas traité de façon si directe que cela les questions de racisme. Je pense à Bourdieu, je pense à Boltanski, à des grandes figures de la sociologie française. Il y a aussi, pour comprendre cela, la fameuse question de la race. La notion de race a été chassée des sciences sociales françaises à partir du milieu du XXe siècle, et on le comprend puisque celle-ci avait fondé des hiérarchies et des formes de racisme scientifique en quelque sorte, qui avaient longtemps été structurantes dans les sciences sociales. L'anthropologie, par exemple, l'anthropologie physique, à partir de la fin du XIXe siècle, était une anthropologie purement raciste. Et c'est tout cela qui s'effondre au milieu du XXe siècle avec la refondation de l'anthropologie sur des fondements
structuraliste avec Claude Lévi-Strauss. Donc il y a bien une question qui se pose, qui est celle d'un déficit de travaux sur les questions de race. Cette question est vue comme particulièrement problématique, non seulement du côté des sciences sociales, mais aussi du côté de la politique. Vous avez peut-être entendu que un certain nombre d'hommes et de femmes politiques veulent chasser le mot de race de la Constitution, du premier article de la Constitution, bref, purger en quelque sorte la Constitution pour être sûr que l'on s'engagera désormais vers un avenir antiraciste garanti, en quelque sorte. Donc il y a bien cette question d'une particularité française du point de vue de la recherche par rapport à ces questions, si on compare notre situation à la Grande-Bretagne, par exemple, dont l'histoire voisine avec la nôtre, en particulier sur les questions de colonialisme, et puis, bien entendu, du côté des États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs que des chercheurs qui s'occupent des questions de racisme peuvent être assez souvent accusés d'être américanisés, d'être sous l'influence des États-Unis et de plaquer des réalités américaines sur une situation française qui serait si différente que cette opération de comparaison, par exemple, ne serait pas du tout légitime. Donc là, il y a bien une question qui se pose. Et puis, il y a, en plus de cela, pour compliquer la question, puisque les chercheurs compliquent les questions d'abord, en plus de cela, il y a le fait que l'antiracisme classique est un antiracisme universaliste, comme vous le disiez, aveugle à la couleur de peau. En réfutant toute différence, on s'engage dans une perspective qui est celle, finalement, d'une humanité réconciliée avec elle-même. Et c'est tout cela qui s'est imposé, en particulier après la Seconde Guerre mondiale et les tragédies que l'on a connues. En réfutant la notion de race, en réfutant toute idée de différence structurelle entre les hommes, on était sûr, en quelque sorte, de garantir un avenir commun et apaisé. Cela a été remis en cause depuis maintenant, je dirais, une vingtaine d'années en France, par des chercheurs, par des militants aussi, qui explique que si on réfute absolument les différences, on a du mal ensuite à penser les formes de discrimination qui sont précisément fondées sur elles. Et que donc, quand on est aveugle à la couleur de peau, on risque d'être aussi aveugle aux discriminations et aux formes de racisme que les nuances de couleur de peau peuvent induire dans la société française ou dans d'autres sociétés. Bref, que cet universalisme-là risquait en quelque sorte de nous aveugler par rapport à des réalités de la société française qu'il faut bien nommer et qu'il faut bien distinguer. C'est un peu la même chose du côté du féminisme d'ailleurs. Si on a une perspective universaliste pure et qu'on réfute toute différence de nature, entre guillemets, entre hommes et femmes, on risque, du coup, dans le même mouvement, d'être aveugle aux formes de violence, de sexisme, de discrimination que les femmes subissent. Il faut donc bien reconnaître qu'il y a des particularités, non pas de nature, mais qu'il y a des particularités sociales entre les hommes et les femmes, ce qui peut fonder justement des études sur le genre, des études sur les femmes, sur les trajectoires sociales et historiques qui sont celles des femmes. Ce qui ne signifie pas que les perspectives universalistes sont mises de côté, mais qu'il faut d'abord, dans un premier temps, reconnaître les différences, ne serait-ce que parce qu'il faut ensuite les abolir. Et donc, moi, je fais partie d'une génération de chercheurs qui, justement, dit qu'il faut commencer par parler des questions de race si on veut abolir la race. Autrement dit, si on veut déracialiser la société française, c'est-à-dire faire de telle sorte que la couleur de peau, par exemple, n'ait pas plus d'importance que la couleur des cheveux ou la couleur des yeux, encore faut-il, dans un premier temps, reconnaître que la couleur de peau est un marqueur social qui fait une différence dans notre société. Car si on ne reconnaît pas ça, on ne peut pas ensuite s'attaquer justement aux problèmes qui sont pourtant de plus en plus documentés et qui font que si l'on est noir ou si l'on est blanc dans la société française, ça n'est pas la même chose. Même si l'espoir, l'horizon d'attente, c'est que ça devienne la même chose, mais on n'en est pas là. Donc il faut bien reconnaître cela, ce qui veut dire aussi une critique de cet universalisme français un peu tranquille, qui a souvent recouvert d'un voile d'ignorance ou d'un voile d'oubli ces différences-là qui pourtant subsistent dans la société française comme dans les autres sociétés. Donc la France échappe-t-elle au racisme ? La France, elle a tendance à échapper à ce qui nous permettrait de lire le racisme dans la société française.
heureusement, on a des données tout de même. On a des données qui sont, par exemple, compilées par la CNCDH dans son rapport annuel, qui distingue d'une part les opinions racistes. Il y a un indice de tolérance qui est construit depuis plusieurs décennies, qui permet de regarder les évolutions de la société française du point de vue des opinions racistes, d'une part, et puis il y a d'autre part la question des actes racistes, que ce soit les insultes, les violences sur les personnes ou sur les biens. Ce sont deux questions différentes que le rapport annuel de la CNCDH permet de regarder et d'évaluer sur le temps long, en quelque sorte. On peut voir les tendances lourdes, en quelque sorte, de la société française. On pourra d'ailleurs en reparler. Donc tout cela, toute cette situation, si vous voulez, actuelle, elle montre à la fois l'enchevêtrement des questions de sciences sociales par rapport aux questions qui sont immédiatement celles de l'actualité. On est sur des questions sensibles, et vous avez rappelé que l'année 2020 a été émaillée par des formes de mobilisation, y compris des formes de mobilisation populaire de très grande ampleur que l'on a connues à l'échelle du monde. D'ailleurs, après le meurtre de George Floyd en mai dernier, et qui, d'ailleurs, soulève des perspectives absolument passionnantes sur la socialisation politique de la jeunesse d'aujourd'hui. Une socialisation qui s'opère sur les questions d'environnement, bien sûr, une socialisation aussi qui se fait sur les questions d'égalité homme-femme, avec ce regain extraordinaire du féminisme par le mouvement MeToo, et puis une socialisation politique qui se fait aussi sur les questions d'antiracisme. C'est un triangle politique, au fond, qui mobilise la jeunesse mondiale. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie, un peu partout. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à observer. Et puis en 2020, on a aussi connu des mobilisations spécifiques à la France. Je pense en particulier à ce qui s'est passé après les violences racistes qu'un homme noir a subi à Paris il y a quelques semaines. Donc ce sont des questions d'actualité auxquelles les chercheurs font face, mais bien entendu, ces questions, on peut les traiter avec les outils des sciences sociales, avec la mesure, par exemple, en sociologie, mais aussi avec des enquêtes d'histoire, avec des travaux d'anthropologie. Il y a des travaux de psychologie sociale aussi qui sont absolument passionnants, qui montrent qu'il y a aujourd'hui une forme de mobilisation, d'ébullition du côté des chercheurs qu'on n'observait pas lorsque j'étais jeune chercheur, il y a une vingtaine d'années, par exemple, pas du tout à ce niveau. Donc il se passe des choses d'ailleurs, c'est en lien avec ce que je disais, compte tenu d'un contexte de recherche de plus en plus international, qui font que des particularités françaises tendent un peu à s'effacer dans les grandes circulations de recherche et d'idées avec les courants nord-américains, par exemple, mais aussi ce qui se passe dans la recherche en Afrique, en Inde, dans d'autres régions du monde. Il y a aujourd'hui des phénomènes internationaux dans la recherche qui sont tout à fait intéressants et qui suscitent d'ailleurs en France des peurs, des replis et des accusations contre le monde universitaire, bien entendu, qui parfois est accusé de farcir les jeunes têtes d'idées qui ne seraient pas françaises, ou en tout cas qui ne seraient pas adaptées à la situation qui est la nôtre. Donc une mobilisation plus grande, certainement, du côté de la recherche. Du côté politique, on en est loin quand même, dans la mesure où il faut reconnaître que, bien entendu, s'il y a une norme sociale antiraciste en France, tout le monde se proclame antiraciste. Si vous vous déclarez raciste, ça a un coût immédiat d'un point de vue social et éventuellement d'un point de vue pénal. D'ailleurs, si vous structurez votre point de vue, mais il y a bien une norme sociale, heureusement, qui est une norme anti-raciste. Pour autant, au-delà de ces déclarations d'intention, du côté de la politique, il faut reconnaître que le monde politique n'est pas spécialement mobilisé sur ces questions. On souffre souvent d'absence de porte-parole qui fasse de l'investissement politique qui fasse que l'investissement politique soit lié à la question de l'antiracisme. Ça, c'est quand même une grande difficulté que l'on a en France par rapport à d'autres pays où la question est saisie politiquement de façon beaucoup plus nette. À l'Assemblée nationale,
les porte-paroles sur les questions antiracistes sont quand même pas aussi nombreux que cela, et c'est une litote que de dire ça. Donc le paysage est un paysage à la fois de mobilisation sur ces questions, en particulier dans la jeunesse, de renforcement de la recherche universitaire, d'apathie relative du côté politique, même s'il y a des outils juridiques qui existent et qui sont importants. Il y a des autorités indépendantes comme la CNCDH ou bien comme le défenseur des droits du côté des questions de discrimination. Et puis ces questions font face aussi dans la vie politique à une forte critique conservatrice, parfois réactionnaire, qui considère au fond que l'antiracisme est presque plus dangereux que le racisme. Il y a un anti-antiracisme qui est beaucoup plus vif et beaucoup plus critique à l'égard de l'antiracisme qu'à l'égard du racisme, comme si au fond la menace était plus d'un côté que de l'autre. Et on a un certain nombre de figures de la droite conservatrice qui sont très actives pour dénoncer l'antiracisme et qui se taisent, bien entendu, lorsqu'il y a des événements racistes qui mériteraient à tout le moins une prise de position. Donc il y a aussi du côté du monde médiatique et du côté du monde politique des résistances, des difficultés, des formes d'organisation politique à l'extrême droite en particulier qui sont extrêmement visibles. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, j'ai énormément de questions à vous poser. Premièrement, comment, à ce moment-là, si on affirme qu'il y a du racisme en France, puisque c'est ce que vous avez suggéré, comment est-ce qu'on peut qualifier ces formes de racisme? Est-ce qu'il y aurait peut-être plusieurs manifestations que vous pourriez nous décrire un petit peu plus? En effet, alors on peut le dire d'abord en se fondant sur le rapport de la CNCDH, c'est d'abord les opinions racistes, et on observe qu'en tendance, depuis une trentaine d'années, ces opinions racistes déclinent dans l'ensemble. Les points de vue racistes exprimés tendent quand même à décliner, la tolérance est grandit avec des variations importantes. Dans le rapport de la CNCDH, par exemple, on voit que les personnes perçues comme noires ou les personnes de confession juive bénéficient d'une tolérance élevée, et à l'inverse, les personnes roms ou perçues comme telles ont une tolérance, enfin sont l'objet de formes très très insistantes de rejet, des formes de préjugés qui sont très inquiétantes. Donc il y a des variations. Donc on peut mesurer tout cela. On regarde aussi les actes racistes. Au-delà de cette mesure quantitative qui est importante et que vous pouvez consulter sur le site de la CNCDH, bien sûr, on peut aussi mettre en avant une notion qui a longtemps été mise de côté en France, qui est celle de racisme institutionnel ou de racisme structurel. Par là, on veut dire que il y a des problèmes de racisme dans la société française comme dans d'autres sociétés qui ne sont pas simplement liés à des dérives individuelles, à des mauvaises pommes dans le sac de pommes, ou à des brebis galeuses, comme on dit dans certaines institutions. Ça ne relève pas simplement des déviances individuelles qui s'expliqueraient par des itinéraires personnels, par des psychologies problématiques, etc. Il y a quelque chose de plus large qui oblige à regarder les institutions dans leur fonctionnement, dans leur mode de socialisation, dans leur formation, dans les consignes qui sont données. Un exemple évident, c'est celui de la police, bien entendu. On ne peut pas raisonner simplement à l'échelle d'individus. Il faut aussi regarder l'ensemble de l'institution, la formation, l'entraînement, la socialisation, qui joue aussi de manière négative à l'égard des femmes. Les femmes policières, par exemple, peuvent faire l'objet de formes variées de sexisme, d'humiliation et de diverses avanies. Les policiers non blancs aussi peuvent aussi avaler des couleuvres, comme on dit dans l'exercice de leur métier, mais plus largement, ce sont les interactions entre la police et la population qui obligent à penser à l'échelle de l'institution et qui fait qu'on peut parler de problèmes de racisme structurel ou institutionnel à l'égard de la police. Ensuite, il y a une autre notion qui est beaucoup débattue, et il y a des accords importants entre chercheurs sur la question, qui est celle de racisme d'État. Moi, en tant qu'historien, j'estime que cette notion de racisme d'État n'est pas adéquate pour décrire la situation française, parce qu'elle laisse entendre que c'est l'ensemble des institutions d'État qui seraient structurellement racistes.
Or, il faut bien aussi reconnaître qu'il y a des institutions d'État sur lesquelles on peut s'appuyer pour des politiques antiracistes. Par exemple, la justice, qui n'est pas parfaite, bien entendu, mais qui a pu condamner l'État, d'ailleurs, pour les contrôles aux faciès, par exemple, et elle l'a fait de manière répétée il y a quelques années. Et donc, la notion de racisme d'État me semble beaucoup trop globale, et puis elle laisse entendre que l'État devient un adversaire, finalement, dans les politiques antiracistes, alors que l'État, en tout cas, non pas comme un bloc, mais des institutions d'État, peuvent être des appuis et des éléments essentiels dans la lutte antiraciste. Et donc, mon point de vue personnel, c'est que la notion de racisme d'État n'est pas adéquate pour décrire la situation française. En revanche, il y a bien un racisme structurel ou un racisme institutionnel dans notre pays, y compris du côté d'institutions d'État, comme la police en particulier, dont vous savez qu'elle est sur la sellette, particulièrement en cette année 2020. Donc ça, voilà une notion qui est une notion importante que celle de racisme structurel et qui est très critiquée, bien entendu, par celles et ceux qui estiment que c'est trop globalisant et qu'il vaut mieux avoir une politique simplement ciblée sur des individus. C'est à l'évidence ce que le ministère de l'Intérieur, par exemple, peut dire à l'égard de la police. La police n'est pas raciste, ce sont simplement des dérives individuelles. Il y a quand même de quoi dire à propos de la police. Il faudrait d'ailleurs distinguer au sein de la police entre plusieurs éléments. L'État n'est pas un bloc homogène. Foucault l'avait montré, évidemment, il y a plusieurs décennies. Il faut regarder ces institutions d'État qui peuvent même être les unes vis-à-vis des autres en tension, en lutte en quelque sorte avec des phénomènes qui ont été merveilleusement décrits par Michel Foucault. Donc il faut penser la question du racisme institutionnel et c'est dans ce grand courant-là, disons que personnellement je m'inscris bien sûr, mais aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les questions de violence policière par exemple, qui travaillent sur d'autres questions, tout le vaste secteur des discriminations. Par exemple, du côté de l'emploi, du côté du logement. Si on veut penser ces questions, il faut bien aller au-delà des dérives individuelles pour penser l'ensemble d'un secteur et essayer évidemment d'avancer sur ces questions avec des programmes correctifs, avec la morsure de la loi aussi, si je puis dire. La réponse pénale est aussi une réponse très importante, avec aussi la mesure, puisque du côté des discriminations, les mesures ne sont pas aussi complètes, c'est le moins qu'on puisse dire que dans d'autres pays. Il y a énormément de choses à faire, à la fois du côté de la recherche et aussi du côté des politiques publiques. Merci. Alors, jusqu'à présent, on a parlé du racisme au singulier, c'est-à-dire le racisme comme si ça décrivait peut-être un phénomène unifié. Alors, est-ce qu'il faut, à l'inverse, se dire que le racisme aussi est fait de particularités, se distingue en plusieurs formes de racisme? Il est très important de penser à la fois le racisme dans son unicité, en quelque sorte, parce que les différentes formes de racisme ne sont pas étanches les unes les autres. Il y a des tropes communes, il y a des discours communs, on emprunte, et l'histoire même du racisme, de la racialisation du monde, disons, elle est marquée justement par ces emprunts, par ces circulations de stéréotypes, de conceptions, de préjugés, etc., qui passent d'un racisme à l'autre. Donc il faut bien penser des formes d'unicité. Par exemple, il y a des correspondances entre l'antisémitisme et le racisme anti-musulman ou le racisme anti-noir. Ce sont des allers-retours et une histoire qui est enchevêtrée. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, il importe aussi de viser ces différentes formes de racisme et de penser des particularités, des spécificités. Il faut penser à la fois dans l'unicité et dans la spécificité. Et donc s'intéresser à telle ou telle forme de racisme, s'intéresser au racisme anti-noir, par exemple, ou bien s'intéresser à l'antisémitisme, ça ne signifie pas négliger les autres formes de racisme, encore moins les hiérarchiser.
d'un point de vue moral, elles sont toutes également condamnables, mais ça veut dire essayer de regarder les particularités, sans les rendre étanches par rapport aux autres, comme je disais, mais essayer de mesurer ces particularités parce que ça permet ensuite, éventuellement, d'engager des politiques de lutte qui sont plus efficaces. Donc il faut penser à la fois la globalité et la particularité. L'antisémitisme a une histoire très longue, bien antérieure à la structuration du racisme anti-noir, par exemple, qui se fait plutôt à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe avec le développement du grand commerce colonial et de la traite transatlantique. Le racisme anti-noir a un lien très très fort avec la question de la servitude et la question de l'esclavage. Le terme de nègre, par exemple, au XVIIIe siècle, est tout à fait synonyme d'esclave. Et donc le racisme anti-noir, il a cette dimension d'exploitation liée à l'état de servitude qui a encore des traces aujourd'hui. L'antisémitisme a une autre histoire, le racisme anti-asiatique aussi, anti-chinois a une autre histoire. Donc il faut aussi penser ces histoires différentes, mais comme je le disais, ce sont des histoires enchevêtrées. Merci. Une dernière question concernant la description de la société, puis on pourra passer à des questions concernant peut-être des solutions ou des modalités politiques envisageables. On entend parfois l'expression de racisme anti-blanc. Est-ce que vous pouvez commenter cette expression largement critiquée, souvent d'ailleurs attribuée au discours plutôt d'extrême droite? Est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu sur ce syntagme? Oui, c'est une expression qui est apparue au début des années 1980 du côté de l'extrême droite et puis qui s'est diffusée ensuite et qui, au fond, semble frapper au coin du bon sens. Puisqu'il y a un racisme anti-noir, anti-musulman et autres, il doit bien avoir aussi un racisme anti-blanc. Et puis, dans telle ou telle circonstance sociale, dans tel ou tel monde social, il peut y avoir des remarques désobligeantes, voire insultantes, à l'égard de personnes perçues comme blanches. Et pourquoi s'interdirait-on de le remarquer et de le condamner? Et donc, le racisme anti-blanc paraît assez évident. Mais cette notion, elle est tout à fait rejetée et critiquée par tous les chercheurs. Je ne connais pas de chercheurs qui valident cette question du racisme anti-blanc, parce que au fond, elle tente à renvoyer la question du racisme à des échanges d'insultes entre presque de cours de récréation, si je puis dire. Et à ce moment-là, effectivement, la question du racisme se dilue dans un ensemble d'où il ressort que tout le monde peut être l'objet d'une remarque désobligeante, aussi pour la couleur de ses cheveux, éventuellement, ou telle autre caractéristique physique. En réalité, lorsque l'on parle de racisme, on ne parle pas de cela, on parle de formes beaucoup plus structurelles. C'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure pour la police, par exemple. Je ne sache pas qu'être blanc soit un problème dans les interactions avec la police. Par exemple, on pense à des phénomènes structurels dans le monde du logement ou du travail. Louer un logement, je ne sache pas que ce soit un problème quand on est perçu comme blanc. Trouver un travail non plus. Bref, on fait allusion à des phénomènes beaucoup plus structurels et pas simplement à des remarques ou à des échanges aigre-doux, voire injurieux entre personnes, échanges qui par ailleurs doivent être proscrits et condamnés, bien entendu. Mais la notion de racisme anti-noir, elle recroqueville au fond le concept de racisme à quelque chose qui est certes peut être critiqué, mais qui néglige et qui met de côté, qui met sous le tapis, disons-le franchement, des phénomènes beaucoup plus structurels, beaucoup plus importants, qui sont ceux dont on parle aujourd'hui et qui font que, en effet, cette notion de racisme anti-blanc n'a pas de sens pour décrire ce qui se passe dans la société française. Alors à ce moment-là, on insiste vraiment sur la dimension structurelle et systémique du racisme. Ça nous pose donc immédiatement la question, que faire? Quelles sont les éventuelles modalités politiques qu'on peut mettre en œuvre afin de lutter contre ces traits profonds et structurels de notre société? En effet, après la Seconde Guerre mondiale, j'y faisais allusion tout à l'heure, la politique générale, c'était une politique assez optimiste. Au fond, on va purifier notre langage, se débarrasser du vocabulaire raciste, des sciences sociales infectées par le racisme, comme la vieille anthropologie.
On va lancer des programmes d'éducation. L'UNESCO était à l'avant-garde des programmes d'éducation antiracistes dans les années 50 et dans les années 60. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose. Bien entendu, il ne faut pas relâcher l'attention sur cette question. Mais on voit bien que ça ne dépend pas simplement de l'éducation, même s'il y a un lien entre les opinions racistes et l'éducation. Plus les gens plus on est éduqué, plus les opinions et les points de vue racistes reculent. Donc c'est quand même une chose importante. Néanmoins, cette question-là, cette politique-là, qui était une politique, disons, de pédagogie, elle se heurte en effet à des réalités plus structurelles qui sont celles dont on parlait et qui obligent à s'intéresser au fonctionnement des institutions. Et donc, une première réponse consisterait justement à engager des réformes structurelles. À problème structurel, réponse structurelle, d'une certaine façon, qui dépendent des institutions concernées, bien entendu, mais qui ne peuvent pas simplement relever du ciblage individuel. La formation des policiers, par exemple, dont il est évident qu'elle est beaucoup trop courte et complètement négligée sur les questions de racisme, la question des doctrines de maintien de l'ordre, la question des interactions aussi avec la population. Il y a des chercheurs spécialisés sur ces questions qui ont montré que les policiers n'apprennent dans leur relation avec la population qu'à contrôler les papiers. C'est messieurs vos papiers, s'il vous plaît. Hein, c'est ça la relation avec la population. Donc, on voit bien le problème majeur qu'il y a de ce côté, la question qui est effectivement celle des contrôles aux faciès. Donc tout ça oblige à penser structurellement des réformes et donc à s'y atteler par le haut, si je puis dire, puisque la police en France est nationale, avec des réformes de la formation, des réformes aussi dans le recrutement de la police, hausser le niveau de recrutement, des réformes aussi qui tiennent à la plus grande présence de femmes, par exemple. Elles composent 20 à 25% de la police, c'est mieux qu'avant, mais ça n'est pas suffisant. Plus de minorités, enfin une police qui ressemble plus au reste de la population, même si ça n'est pas l'unique réponse. Il faut des réponses globales. Et c'est la même chose dans d'autres secteurs, dans le monde du travail, par exemple. Heureusement, il y a des mesures qui sont prises avec des résultats, mais ça n'est pas encore suffisant pour lutter contre les discriminations dans l'accès au travail, des discriminations aussi dans les promotions, dans la ventilation des tâches dans telle ou telle entreprise. Et le défenseur des droits, si vous consultez les rapports du défenseur des droits, vous verrez à quel point la question des discriminations dans le monde du travail est une question absolument évidente en France, structurelle, dans beaucoup de secteurs. On peut aussi s'intéresser à des formes de discrimination dans des secteurs qui apparemment sont les plus éloignés du racisme. Hein. Les questions dans l'éducation, par exemple, dans l'enseignement supérieur, tout cela, ce sont des questions qui obligent à regarder l'ensemble de l'institution et pas simplement à redresser celles et ceux qui dévient du droit chemin, même si, bien entendu, il doit y avoir d'ailleurs des réponses individuelles lorsqu'il y a des comportements individuels néfastes. Mais ça ne suffit pas à répondre à la question structurelle. Ça veut dire aussi qu'il faut un élan politique. Donc il faut quelque chose qui mobilise, puisqu'il y a des lois, il y a toutes sortes de choses en France. Ce dont on souffre peut-être aujourd'hui, c'est d'un élan politique qui n'est pas si évident que cela. Par exemple, la semaine antiraciste chaque année, elle existe en France, mais elle n'a pas du tout la même ampleur qu'elle peut avoir dans d'autres pays. Entre parenthèses, c'est la dernière semaine du mois de mars. Peu de gens le savent. Il y a des événements, pourtant des choses, mais ça pourrait être bien plus mis en valeur, y compris par les plus hautes autorités de l'État. Donc il faut aussi un élan par le haut, si je puis dire, qui suscite des initiatives, qui place cette question en haut, en quelque sorte, de la conversation démocratique, qu'elle soit présente aussi dans les débats politiques, plutôt que d'être mise en note de bas de page. Donc il y a aussi ces formes de mobilisation que l'on peut attendre et que l'on peut espérer. Merci. Alors il y a une forme de racisme dont on n'a pas du tout discuté, mais dont on entend de plus en plus parler, notamment de la part des jeunes, qui est la notion de racisme ordinaire.
Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ces questions? Donc, un racisme qui se manifesterait peut-être dans notre langage le plus quotidien, et donc un racisme dont on ne se rendrait pas forcément compte. Voilà. Soit un racisme dont on se rend pas compte, soit un racisme qui est tellement enchâssé dans des pratiques quotidiennes, par exemple professionnelles, qu'il apparaît comme banal et de fait même pas du tout raciste. Le racisme ordinaire, c'est une manière de décrire des gestes, des expressions quotidiennes, le surnom qu'on va donner à un collègue de travail, les petites remarques que l'on va faire. De même qu'il y a aussi une homophobie quotidienne, la blague des collègues de travail ou dans un vestiaire de sport. Il y a aussi un sexisme ordinaire qui a d'ailleurs tout cela a une sorte de perversité puisqu'on attend des personnes visées ou indirectement visées qu'elles participent de cela. Hein, sinon, on apparaît comme un pisse-froid, comme quelqu'un qui n'a pas d'humour, comme quelqu'un qui casse l'ambiance dans le monde du travail, par exemple. Et donc, il faut réfléchir à ces questions qui permettent aussi de comprendre le décalage qui peut exister entre les opinions générales de la société ou dans une entreprise, quand on demande est-ce qu'il y a du racisme, les gens disent non en majorité. Et puis quand on interroge les personnes directement concernées, alors là, leur avis n'est pas du tout le même. Si bien que ça invite à réfléchir à toutes sortes de petites choses au quotidien qui sont pas perçues comme racistes, mais qui de fait, en pratique, le sont, même si elles peuvent prendre l'apparence banale et bénigne de la petite blague que l'on va faire avec le clin d'œil. Donc ça mérite aussi qu'on s'y attache. Ça veut dire, par exemple, dans des organisations, dans des entreprises, publiques ou privées, qu'il y ait des responsables, qu'il y ait des politiques, qu'il y ait aussi des formations sur ces questions. La question de la formation est très, très importante. On peut très bien former les personnes. Dans les universités américaines, quand on arrive, on a une formation qui se fait en ligne d'ailleurs. Ça peut paraître un peu bébête, mais on a une formation sur ce qu'on appelle les micro-agressions, sur ces petites choses du quotidien, où on apprend par exemple que si on a un collègue qui n'est pas blanc, on ne doit pas lui demander en premier lieu d'où est-ce que vous venez. Vous voyez, même si ça peut être posé en bonne part cette question, parce qu'on peut très bien être intéressé par la région du monde dont on pense que la personne vient. Mais cette question-là, tout de suite, elle suppose que l'on vient d'ailleurs, que l'on est ici, mais que l'on est d'ailleurs, ce qui est une forme de micro-agression. Donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles réfléchir. Et il faut reconnaître que dans les organisations publiques et privées, il y a énormément de progrès à faire là-dessus. C'est vrai dans les petites entreprises comme dans les plus grandes, mais il faut aussi une mobilisation, il faut une formation, il faut éventuellement des sanctions, pas forcément des sanctions catastrophiques, mais en tout cas montrer que il y a des propos qui ne sont plus des propos tolérables, que ce soit des propos sexistes, homophobes ou racistes. Alors, merci beaucoup. Ça nous amène vers peut-être la question de la langue, encore une fois, parce que paradoxalement, malgré ce racisme ordinaire et ces micro-agressions, on n'ose pas aujourd'hui, certains, en tout cas la majorité des gens, n'osent pas employer le mot noir ou le mot arabe, comme si finalement ces termes étaient péjoratifs en eux-mêmes. Alors, c'est tout à fait paradoxal, donc les gens vont dire par exemple black ou beurre. Est-ce que vous pensez que la lutte contre le racisme systémique passe aussi par une réappropriation de la langue et par peut-être laisser la parole aux concernés pour qu'ils puissent eux-mêmes définir et décrire leurs expériences du quotidien? La réponse serait positive, mais j'introduis quand même une nuance, c'est que les premiers concernés ne sont pas d'avis unanime sur ces questions. En ce qui concerne les personnes d'apparence noire, les personnes noires, il y a des gens qui réfutent ce vocabulaire, des personnes à l'évidence noire qui réfutent ce vocabulaire en expliquant qu'elles ne sont pas noires, que cette question-là est une question qui renvoie à des formes de distinction racistes, qu'elles peuvent être, je ne sais pas, antillaises, par exemple, françaises depuis très longtemps, etc., etc. Et donc, il faut bien distinguer entre ce qu'on peut appeler les identités choisies, et ce n'est pas à moi et à quiconque de dire la manière dont les gens souhaitent être appelés. Toute manière est légitime, bien entendu. Donc, il y a les identités choisies avec cet éventail très large. Oui, on peut vouloir être appelé black ou noir ou autre chose, et de cela, je n'ai pas à discuter.
Mais il y a aussi, bien entendu, ce qu'on appelle les identités subies, la manière dont on est considéré. Et une personne noire qui ne veut pas être qualifiée comme telle, elle doit aussi reconnaître que dans un certain nombre d'interactions dans sa vie, elle est bien perçue comme telle, avec parfois des expériences négatives de racisme ou de discrimination. Et donc le vocabulaire, il ne s'agit pas de voir le vocabulaire d'une perspective qui serait une perspective normative. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit appeler une histoire qui est une histoire longue. Et il faut reconnaître que dans cette histoire, des vocabulaires qui sont des vocabulaires négatifs, des vocabulaires dévalorisants, peuvent être saisis par les personnes elles-mêmes et transformés en objet de fierté. C'est ce qu'on appelle l'inversion du stigmate. Vocabulaire noir, par exemple, est un vocabulaire qui est historiquement négativement connoté, associé à la servitude, comme je le disais. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu de puissants mouvements intellectuels et culturels au XXe siècle qui ont fait de cela un élément de fierté. Qu'est-ce que la négritude? Sinon une manière de dire « je suis noir et j'en suis fier ». Ce n'est pas une manière non plus de s'écarter d'une perspective universaliste. C'est une manière de dire « je suis noir et j'apporte quelque chose à l'humanité, j'apporte quelque chose à l'universalisme ». Et puis c'est une manière aussi de dire que reconnaître qui on est, c'est aussi fonder une politique de réduction des stigmates, de réduction des formes de discrimination qui peuvent peser sur les personnes. Et donc, il y a bien une histoire, il faut être attentif effectivement à l'inversion du stigmate et au fait que le vocabulaire noir, par exemple, n'est plus, ou pas seulement, heureusement, un vocabulaire de dévalorisation en raison des mouvements intellectuels et culturels dont je parlais, qui ont une dimension internationale. James Brown, par exemple, chantait en 1969, c'est l'un de ses tubes, « I'm black and I'm proud ». Je suis noir et j'en suis fier. C'est un mouvement de revalorisation très puissant dans les années 60 et 70 aux États-Unis, mais qui a aussi une histoire française antérieure. Je pense à la négritude, à la Harlem Renaissance aussi du côté des États-Unis dans les années 20 et dans les années 30. Donc il faut aussi tenir compte de cela, de la manière dont les gens se définissent eux-mêmes. Mais il y a, comme je le disais, tout un éventail possible qui fait qu'on peut se qualifier et se penser comme noir dans des interactions sociales, mais pas tout le temps. On n'est pas tout le temps noir. Bien entendu, ça peut l'être de manière négative dans une interaction avec la police. Pour ne prendre que cet exemple un peu trop évident, ça peut être dans une interaction positive pour toutes sortes de raisons. Mais ça n'est pas l'unique facette de son identité. On peut être aussi un ami, un père, un frère, tout ce que vous voulez. Je parle pour moi en l'occurrence, mais je pense que c'est vrai également pour tout le monde que de penser la labilité des identités. Ce qui m'intéresse particulièrement, moi, ce sont les identités subies. C'est ce qu'on n'a pas le choix d'être. Et là, bien entendu, il faut reconnaître qu'il y a un vocabulaire, qu'il y a des interactions sociales qui posent problème dans la société française. Ce pauvre homme qui s'est fait battre par les policiers il y a quelques semaines dans son studio de musique, il n'avait rien demandé. Je ne sais pas si lui-même se considère comme noir ou pas, mais peu importe, ça lui est tombé dessus, indépendamment de la subtilité, de la labilité de ses identités choisies. Vous pouvez vous considérer comme noir ou pas. Par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'un policier va vous demander vos papiers, pour le résumer ainsi. Et donc, il faut bien s'intéresser aussi à ce subi, et un subi qui peut être en tension et en collision, si je puis dire, avec la variété et la subtilité des identités métissées, des identités choisies, de tout ce qui fait la complexité des références identitaires et qui composent les individus. Merci. Alors, j'ai deux dernières questions que je vais regrouper parce qu'on commence à manquer un petit peu de temps, même si on aimerait continuer la discussion. Premièrement, quelle est, dans ce cadre, la place, comment redéfinir le républicanisme à la française, avec tous les constats que vous nous avez proposés, d'une part, et deuxième part, quelle est, selon vous, la position du chercheur? Quel est le rôle du chercheur dans ce cadre? Est-ce qu'il doit être partie prenante, une position de surplomb, ou peut-être encore une autre modalité? Le républicanisme français, c'est une part très précieuse de notre
tradition politique et de qui nous sommes en France. Il est lié à un universalisme qui est également important. Il ne s'agit pas de jeter cela à la rivière. Il s'agit plutôt de prendre cela au sérieux, d'une certaine façon. Celles et ceux qui critiquent l'universalisme comme étant historiquement un universalisme plutôt blanc, plutôt masculin, plutôt hétéro, etc., ne critiquent pas l'universalisme sur le fond. Ils critiquent plutôt un universalisme qui a été un peu historiquement chauvin, comme disait Abdelmalek Sayad, un universalisme recroquevillé. Et donc ils plaident pour un véritable universalisme qui prenne en considération sérieuse la variété des expériences sociales, qui prennent en considération le fait que malgré notre républicanisme français, il y a bien une réalité dans la société française qui ne correspond pas tout à fait à la noblesse des devises républicaines et qu'il faut bien s'attaquer à cela. Donc, je pense qu'il est possible de faire une critique du républicanisme français parce qu'il a été aveugle, au fond, aux questions de race dont on parle, et en même temps, cette critique, c'est une critique pour lui donner toute sa signification, en quelque sorte, pour lui donner toute son acception et pas simplement en faire une abstraction, au fond, qui flotterait dans un air un peu éthéré ou qui ne serait valable que pour une partie de la population. La position du chercheur dans ces domaines-là, elle est intéressante dans la mesure où on parle de questions qui sont des questions assez brûlantes, de toute évidence, et par conséquent, le chercheur est amené à proposer des analyses, à prendre position sur des questions qui peuvent dès lors que le chercheur devient en quelque sorte un militant. Cela peut être redoublé d'ailleurs sur des questions minoritaires où le chercheur minoritaire lui-même peut être un groupe large aussi dans des groupes minoritaires où les porte-paroles ne sont pas si nombreux que ça. Donc il y a une ambiguïté en quelque sorte. La question c'est de savoir si cette ambiguïté elle est créative, elle est positive ou si cette ambiguïté est un problème. Mon point de vue, c'est que c'est une ambiguïté, ou en tout cas une position de crête qui est une position qui est positive, c'est quelque chose de positif. Moi, je m'intéresse aux questions de racisme et j'avoue que mon objectif, c'est aussi que le racisme disparaisse. Alors, on peut appeler ça position militante, mais je vous renverrai à la fameuse formule de Durkheim. Je ne passerai pas une seconde de mon temps à travailler sur ces questions si je ne pensais pas que ces questions pouvaient avoir une forme d'effectivité dans la société. Donc oui, moi je me considère aussi à ma manière comme un militant antiraciste. Il y a aucun doute avec des points de vue qui peuvent être des points de vue à la fois visant à transformer la société, mais aussi des points de vue de recherche. Je me qualifie, si vous voulez, pour prendre un vocabulaire plus précis, pour affiner les choses, je penserais plutôt me définir comme un chercheur engagé. La question de l'engagement me semble importante, plutôt que militant, puisque la question du militantisme laisse entendre que le mot d'ordre, que la position politique l'emporte sur la position de recherche. Et ça me semble problématique. Donc la notion de militantisme me semble critiquable. Par contre, l'engagement me semble possible. L'engagement, ça suppose qu'on puisse aussi penser contre soi-même, d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on ne pense pas à son travail de chercheur uniquement dans une perspective qui serait une perspective militante, politique, etc. Il faut aussi penser contre soi-même. Il faut aussi prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait, pouvoir critiquer ce que l'on fait. Et donc la notion d'engagement, avec ce jeu possible et avec cette distance possible, me semble plus légitime et plus utile que la notion de militantisme. Merci beaucoup Pape Ndiaye, encore infiniment d'avoir accepté notre invitation et pour cette conférence très éclairante.
Quant aux auditeurs, on vous donne rendez-vous le 6 février prochain pour une conférence Prison, police, justice. Faut-il abolir le système pénal? Voilà. Merci encore Pape Ndiaye et peut-être à très bientôt sur Politéa. Au revoir.